deuxième séminaire sandwich du département de physique. Aujourd'hui, Evelyne Dauby va nous parler d'une nouvelle particule observée au CERN, supposée être le boson de Higgs. Evelyne Dauby est chef de travaux à l'Université de Mons. Elle fait partie du Conseil physique nucléaire et subnucléaire et elle travaille dans de nombreuses collaborations internationales. Et actuellement, elle fait partie de la collaboration CMS pour le LHC, donc au CERN. Bon séminaire à tous. Merci Gwendoline. Alors, comme le nom l'indique, le boson de Higgs est-il cerné sera donc le fil conducteur de l'exposé, dont le plan est ici. Je vais commencer d'abord par vous situer le boson de Higgs en physique des particules, bien sûr, pour vous montrer à quel point théoriquement ce boson était aussi attendu par les théoriciens. Pour me concentrer après sur une partie plus expérimentale, c'est-à-dire vous décrire le fameux collisionneur LHC qui tourne pour l'instant au CERN, et un des deux détecteurs multifonctions, qui est le détecteur CMS, dans lequel la Belgique est impliquée, pour en arriver à un des résultats spectaculaires obtenus récemment, donc l'observation d'une nouvelle particule qui ressemble très fort au boson de Higgs, et observée par les deux expériences, CMS et Atlas. Alors ça, c'est suite évidemment au grand tapage médiatique du 4 juillet. On a annoncé cette observation au CERN ce jour-là. Il y a eu conférence de presse, et conférence de presse non seulement au CERN, mais également dans les différents pays. Belle couverture médiatique, notamment en Belgique, ici un extrait du soir. Et on finira par conclure, le boson de Higgs est-il cerné, oui ou non? Donc, première partie un peu plus théorique, la physique des particules et le boson de Brod-Angler-Higgs. Alors, pour vous situer ce boson, je dois vous parler en fait de ce qu'on appelle le modèle standard. Le modèle standard de la physique des particules, c'est le modèle théorique qui décrit exactement ce qui se passe du point de vue des particules élémentaires et de leurs interactions. Là-dedans, je vais vous parler en particulier de ce qui se passe du point de vue de la masse des particules. Et donc, on va voir où intervient à ce niveau-là le boson de Higgs. Commençons donc par le premier ingrédient du modèle standard. Le premier ingrédient, pour moi, ce sont les constituants élémentaires de la matière, c'est-à-dire les particules qui, à l'heure actuelle, sont considérées comme sans structure interne. Alors, tout le monde sait que toute matière est constituée de molécules et qu'à l'intérieur des molécules, on trouve des atomes. Et je n'apprends rien à personne en disant qu'un atome, ce sont des électrons qui tournent autour d'un noyau, des électrons négatifs qui tournent autour d'un noyau positif. Le voici le noyau, et que le noyau est lui-même composé de nucléons, protons, neutrons. Et la physique des particules a mis en évidence que et le proton et le neutron sont eux-mêmes des objets composites. Ils sont composés de quarks. Il y a exactement 3 quarks dits de valence dans les nucléons, de type U pour up et de type D pour down. Et on va bien voir que ces quarks sont bien liés. Ici, le symbolique du ressort, j'y reviens tout de suite. Alors, électrons et quarks sont considérés à l'heure actuelle comme les particules élémentaires, donc sans structure interne. Ça veut dire qu'on peut leur donner une taille qui est 10 000 fois plus petite, si on compare ça à la taille du nucléon. Et si vous voulez un chiffre absolu, c'est de l'ordre de 10 moins 18 mètres. En fait, on est ici à la précision, à la limite de la technologie actuelle. Ainsi donc, toute la matière qui nous entoure est faite d'électrons, de nucléons, c'est-à-dire de quarks, si vous l'avez retenu, U et D. Mais je dois aussi vous parler de tout ce qui est physique des particules, c'est-à-dire la matière instable, qui a été mise en évidence en physique des particules dans les années 50, 60, 70. Matière instable veut dire particules plus lourdes que les particules fondamentales ici. Ça veut dire qu'elles se désintègrent. Leur durée de vie est d'environ de la microseconde à 10 moins 23 secondes. Alors, en physique des particules, on a mis en évidence des cousins lourds de l'électron qu'on appelle des leptons et des cousins lourds des nucléons qu'on appelle les hadrons. Donc, tout ce qui est hadron est constitué de quarks. Alors, on a mis ça en évidence, notamment par les études du rayonnement cosmique. Vous avez en permanence des collisions de particules naturelles. Les protons des cosmiques primaires arrivent dans notre atmosphère et font ici une cascade où on retrouve toutes les particules instables qu'on a mis en évidence aussi aux accélérateurs du CERN. Et donc tous les hadrons constitués de quarks, retenir que
ils ont des masses plus importantes que nos nucléons, protons, neutrons. Et donc, toute particule a une masse et elle se désintègre vers des particules plus légères. Ça, c'est aussi un truc à retenir pour l'exposé. Ainsi, si je fais le bilan des particules réellement élémentaires et mises en évidence à la fois dans la matière stable et instable, je trouve 6 leptons, l'électron dont on a parlé, son cousin lourd muon et enfin le super lourd le tau. À côté de ça, des particules qui n'ont pas de charge électrique, qui accompagnent ces leptons chargés qu'on appelle des neutrinos, de masse toute petite, électrons, le neutrino électronique, muonique et tauique. Et face à ces 6 leptons, je dirais 6 quarks. Les U et D dont on vient de parler pour protons et neutrons, et les quarks de charme, étrange, de l'anglais charm and strange, le top et le quark de beauté. Vous avez pu remarquer que ces 6 quarks et 6 leptons peuvent ainsi se classer en 3 familles. La seule différence pour passer d'une famille à l'autre, c'est uniquement une question de masse, de particules. Les particules ont une masse, ce sont des particules massives, mais leur masse est un paramètre de la théorie. On les a donc mesurées expérimentalement, les masses. Je vous rappelle que tous les quarks forment des hadrons, et que donc les seules particules stables du tableau sont électrons, protons, le hadron proton, et les neutrinos. Je ne vous parle pas, je vous passe le fait que toutes ces particules ont leurs cousins antiparticules. Donc on parle d'antileptons et d'antiquarks également, qui ont la même masse. Ce qui est intriguant à retenir, c'est que toutes ces particules ont une caractéristique quantique qu'on appelle le spin, et ce sont toutes des particules à spin 1,5. On les appelle dans le jargon alors des fermions. Deuxième ingrédient pour le modèle standard, les interactions fondamentales entre toutes ces particules, interactions fondamentales que je prends évidemment au niveau microscopique. Celle qui est sans doute la plus connue comme interaction ou comme force entre particules, c'est la force électromagnétique. C'est la force qui agit entre toutes les particules qui portent une charge électrique. C'est ce qui maintient les électrons négatifs autour du noyau positif. À côté de ça, vous avez la force nucléaire forte. Ça, c'est la force qui explique que les quarks sont bien agglutinés ensemble dans les hadrons. Et enfin, vous avez la force nucléaire faible qui agit au niveau de toutes les particules. Donc la force nucléaire forte n'agit qu'au niveau des hadrons. Hadros en grec, ça veut dire fort. Et la force nucléaire faible, elle agit au niveau de toutes les particules de matière, notamment dans leur désintégration. Et dans notre vie de tous les jours, notamment dans la désintégration bêta, la désintégration radioactive bêta. Alors, dans le modèle standard qui décrit les particules et leurs interactions, toutes les interactions, toutes les forces entre particules sont elles-mêmes décrites comme échanges de particules. Mais des particules qui ont un spin entier, un spin égal à 1, et qu'on appelle dans ce cas-là des bosons. La petite image, c'est ici 2 particules de matière, 2 personnes, ici sur les 2 barres, qui interagissent entre elles en échangeant un ballon vert. Donc les bosons sont les fameux ballons verts qui s'échangent ainsi en permanence entre les particules de matière. Alors, pour la force électromagnétique, la particule échangée bien connue, c'est le photon de masse nulle. Pour ce qui concerne l'interaction forte entre quarks, l'échange se fait via des gluons, des bosons qu'on appelle des gluons de masse nulle également. Et au niveau de l'interaction faible, le modèle standard a prédit donc un échange via des bosons, 2 bosons chargés, W plus W moins, et un boson Z0. La portée de l'interaction électromagnétique est infinie. La masse du boson échangé est nulle, et ça va bien. Parce que en mécanique quantique, on dit que la portée de l'interaction est inversement proportionnelle à la masse de la particule échangée. Pour la force nucléaire faible, la portée est finie. Elle est très finie, 10-3 Fermi, femtomètres. Donc, les bosons échangés doivent être massifs. Ils doivent porter une masse. Et c'est là que le modèle standard a eu un petit souci. Troisième ingrédient, justement, le mécanisme mathématique théorique lié à la génération des masses des particules. Car ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le modèle standard, donc la théorie, au départ, il faut y introduire dans la théorie toutes les particules de matière, les particules de force, avec une masse nulle. Sinon, on brise ce qu'on appelle la symétrie de la théorie, autrement dit derrière ça des lois de conservation, genre conservation de la charge électrique. Ça, il n'était pas question. Donc au départ, dans la théorie, il faut introduire toutes les particules à masse nulle.
dont les bosons W et Z. Idée alors, pour donner et conférer une masse au boson, introduire un mécanisme mathématique proposé d'une part par M. Higgs, un Anglais, et d'autre part par deux physiciens de l'UFB, Robert Proth et François Englert. Alors, le truc, j'entre pas dans les détails, il est le suivant. J'aime bien cette image-ci. Derrière chaque particule, quark, lepton et les particules Z et W, il y a derrière ça une ombre, un grisé, qui est ce qu'on appellerait le champ de Higgs. Quand les particules, qui sont donc de masse nulle dans la théorie, interagissent avec le champ de Higgs, au miracle, elles acquièrent une masse. Le haut miracle, il est super théorique et bien expliqué. Moi, je vous l'explique avec mes mots. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a dit, voilà, l'interaction des particules avec le champ de Higgs est d'autant plus importante que la masse de la particule est importante. Donc, plus la particule interagit avec le champ de Higgs, plus sa masse est importante. La validité de ce mécanisme possible pour générer une masse aux particules sera exactement vérifiée si nous découvrons expérimentalement le boson ou la particule qui est associée avec ce champ de Higgs. Il est considéré comme une fluctuation du champ de Higgs. Il doit se manifester réellement de temps en temps. On doit pouvoir le produire, ce fameux boson de Higgs. Donc, en résumé pour le modèle standard, des particules à spin 1,5, des particules à spin 1, les fameux bosons de force, et le fameux boson de Higgs. Il a ceci de spécial, c'est que le minimum et le plus simple qu'on pouvait faire, c'est de faire un champ scalaire, et donc à ça associer une particule scalaire. Le mot scalaire veut dire que la particule porte un spin nul. C'est le plus simple qu'on pouvait imaginer. On va voir si la nature a choisi cette solution ou pas. Donc, dans la théorie, ce grand problème, quelle est l'origine de la masse, peut être généré via le champ de Higgs, et donc la validité via l'expérience qui va prouver que le boson de Higgs existe ou pas. Donc cette question number one en théorie est bien sûr devenue aussi la priorité number one, et depuis 30 ans, des expériences en physique des particules rechercher ce fameux boson de Higgs. Souci, dans la théorie, on ne nous dit aucun indice sur la masse du boson. On ne nous prédit absolument pas la masse du boson de Higgs. Donc on a commencé à le chercher même avant le LHC, un super résumé. Dans les années où j'ai commencé la physique des particules, à l'accélérateur LEP au CERN par exemple, où l'énergie dans le centre de masse du collisionneur était de 90 à 200 gigaélectronvolts. Alors j'emploie le gigaélectronvolt, donc l'électronvolt c'est une unité d'énergie. Alors c'était dans un collisionneur électron-positron, on a recherché directement le boson de Higgs. Donc quel que soit le modèle, on recherchait une particule scalaire, ce qui a permis de poser une limite inférieure de 114,4 GeV, à 95 niveaux de confiance. Donc, sûr et certain, pas de boson de Higgs au LEP jusqu'à 114,4. Alors ça, c'est un petit peu résumé sur le graphe qui est ici. Alors, si vous avez les données ici, observées avec la ligne continue, tout ce qui est en dessous de 1, pour faire simple, est exclu. Alors, en LEP, en plus, on a l'exclusion rouge dont je parlais. Ça, c'est la recherche directe qui a permis de poser ici en rouge la limite à 114,4. Donc, pas de Higgs sûr et certain jusque-là. D'un autre côté, le LEP a permis d'investiguer très profondément toute la physique des particules jusqu'à une précision incroyable. On a dû notamment tenir compte de corrections quantiques où intervenait notamment le boson de Higgs comme paramètre. Et donc, on a pu poser aussi une limite supérieure. Si le modèle, là c'est modèle dépendant, si le modèle standard est valable, le LEP prédisait que la masse du Higgs devait être inférieure à 186 GeV. Un autre collisionneur aussi est entré dans le jeu, c'est le Tevatron aux États-Unis, au Fermilab à Chicago, avec une énergie dans le centre de masse de 1 plus 1 TeV. C'est un accélérateur collisionneur proton-antiproton. Et lui a posé aussi des limites d'exclusion qui sont notées en vert. Donc confirmant celle du LEP et également excluant une masse du Higgs aux alentours de 160-170 GeV. Donc l'unité d'énergie, c'est le GeV. Notez aussi que mon unité de masse sera aussi le GeV à c carré près. D'accord ? Donc pour les masses, je parlerai aussi en GeV. Alors, passons à la partie expérimentale. Le collisionneur LHC au CERN et un des détecteurs multifonctions CMS. Le CERN, une vue aérienne du CERN.
avec l'emplacement du collisionneur de 27 km qui est ici. Le CERN lui-même, c'est tout un grand village, un énorme village, avec éventuellement, si vous avez de bons yeux, les accélérateurs circulaires de surface. Puis un accélérateur déjà souterrain qui était le superproton, synchrotron. Et enfin, le tunnel ici, on en voit donc l'installation, enfin la localisation en surface, c'est un tunnel aussi souterrain. Pour vous donner une idée des dimensions, comme d'habitude, je prends ici la piste de l'aéroport de Genève et le lac. Le LHC, ce sont des abréviations pour Large Hadron Collider. Alors large en anglais, ça veut dire grand. Ben, c'est grand, c'est 27 km de circonférence. C'est le plus grand accélérateur du monde et en opération. Hadron, ben, j'espère que maintenant vous avez une idée de ce que sont les hadrons. Ce sont donc les objets composés de quarks. C'est un collisionneur proton-proton. Les protons sont bien des hadrons. Ensuite, collisionneur, LHC, la troisième lettre expliquée, collider. Alors, maintenant on descend, on se trouve dans le tunnel du LHC et on voit les éléments bleus ici. À l'intérieur de ces éléments bleus qui sont des aimants, vous trouvez deux tubes à vide qui sont symbolisés ici, l'un en rouge, l'autre en bleu. Donc deux tubes à vide de cette dimension-là à peu près, dans lequel on a fait un grand vide, plus poussé que le vide interstellaire, et dans lequel vont circuler deux faisceaux de protons. Un faisceau dans un sens et l'autre faisceau dans l'autre sens. Le champ magnétique ici a été dessiné de façon à ce que pour un faisceau de protons, ce soit une déviation dans un sens, pour le faisceau dans l'autre sens. Donc les lignes de champ sont inversées. Alors qu'est-ce qu'un... Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que pour courber ces particules protons, on a besoin de champs magnétiques. Ce sont les champs magnétiques qui entourent les tubes à vide, enfin les bobines, supraconductrices qui entourent les tubes à vide, et tout ça fonctionne en tant qu'aimant supraconducteur. Donc vous avez la 27 km refroidie à moins 271 degrés Celsius. Pour générer ainsi un champ de 8 Tesla pour pouvoir guider les protons dans l'accélérateur. Donc les protons, eux, se voient comme des paquets, un faisceau, dans notre jargon, ce sont des paquets de protons, et qui sont accélérés à 4 plus 4 TeV à l'heure actuelle, donc 4 fois ce qui était au Tévatron, 8 plus 8 à partir de 2014. Vous pouvez faire un petit calcul de relativité, les protons circulent à la vitesse de la lumière, à 0,99999 c. Alors, on engendre ensuite des collisions, on les guide par des aimants, on envoie un faisceau contre un faisceau, c'est-à-dire un bunch, un paquet de protons contre un paquet de protons. Là-dedans, il faut qu'un proton rencontre un autre proton et on a donc, boum, collision. Les collisions intéressantes viendront si un des constituants du proton, et maintenant vous savez que ce sont des quarks ou des gluons, si un quark ou un gluon d'un proton rencontre un quark ou un gluon de l'autre proton. Alors ça devient intéressant. Des chiffres. 1300 paquets par faisceau, il y en avait 4, et puis 8 à la fin du LEP. Ici, il y a déjà 1368 paquets par faisceau, le double à partir de 2004, et environ 5, 10 exposant 11 protons par paquet. Une collision, paquet, toutes les 50 nanosecondes. 25 nanosecondes à partir de 2014. Et donc, comme je vous le disais, quand un parton, donc une particule composant du proton, rencontre une particule composant de l'autre proton, toute l'énergie de la collision, est transformée en matière mc². Et notamment, par exemple, la boson de Higgs. Alors, pourquoi autant de collisions? Eh bien, parce que la section efficace prévue sur une grande plage de masse pour le boson de Higgs est telle que il faut au moins... Enfin, on a production d'un Higgs seulement sur 10 exposant 13 collisions, donc 10 exposant 13... milliards, c'est 19, 10 000 milliards de collisions. Donc, c'est pour ça qu'il faut engendrer autant de collisions. En mégahertz, le taux de collision de faisceaux, toutes les 50 nanosecondes, ça nous fait du 20 mégahertz. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'on tape un paquet contre un paquet, on a en moyenne 20 collisions proton-proton, ce qui nous fait donc 400 millions de collisions proton-proton par seconde. Et il faut savoir que chaque collision proton-proton engendre de l'ordre de 100 particules dans l'état final, après collision. Voici une simulation. Donc ça fait beaucoup de traces de particules
que l'on doit détecter et reconstruire. Heureusement, je vais vous expliquer qu'il y a moyen d'en éliminer pas mal par un système dit de déclenchement ou trigger. Donc, quasi online, on va vérifier si la collision est intéressante ou pas et la retenir pour la sauver sur des moyens informatiques. Évidemment, on ne peut pas garder et enregistrer de l'ordre de 20 MHz, ce n'est pas possible. Donc, on enregistre de l'ordre, c'est déjà pas mal, de 100 événements, 100 collisions par seconde. Paquet. Moi, je suis même étonnée, avant je montrais des simulations, voici une vraie reconstruction à 13 vertex, donc de collisions. Donc ça, c'est une collision paquet-paquet qui a engendré 13 collisions proto-proto qu'on a donc enregistrées, qu'on a gardées. Dans le jargon, on appelle ça le pile-up, l'empilement. Et de là, vous devez extraire la collision intéressante pour la physique. Sur les 13, il y en a peut-être une qui est intéressante pour la physique. C'est pas si simple que ça parce qu'on accélère et qu'on fait entrer en collision des protons. Je vous ai parlé simplement de 3 quarks reliés par des gluons, c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. En fait, chaque gluon peut se manifester pendant un temps très bref, compatible avec le fameux principe de Heisenberg de la mécanique quantique, en une paire quark-antiquark. Donc, en fait, un proton, il faut le voir comme une grosse pastèque, avec 3 petits pépins, les quarks de valence, et là-dedans, une mer, on le dit comme ça dans la théorie aussi, quark and gluon, de quark et d'antiquark. Vous avez un peu de tout. Et la collision doit se faire sur un des petits pépins, virtuels ou réels là-dedans. Alors, il faut organiser beaucoup de collisions. Il faut savoir que la majorité des collisions sont quand même des collisions dites à petit transfert d'énergie. Ça veut dire que ce sont des collisions, c'est quasi géométrique, où les deux protons ne se touchent quasi pas. Ils interagissent à distance, mais à grande distance. Et donc ça, ce n'est pas une collision intéressante pour la physique. Et c'est la majorité des collisions qui se passent. Qu'est-ce que ça va engendrer dans l'état final? Ça, c'est l'état initial. L'état final, des particules, mais heureusement à petits moments transverses. Donc des particules qui vont plutôt suivre la trajectoire le long des faisceaux qui entrent en collision. Donc plutôt longitudinal est l'événement. Les collisions intéressantes sont des collisions à grand transfert d'énergie, c'est-à-dire lorsque le proton est en choc central avec l'autre proton. Et là, espérons qu'un parton va interagir, va collisionner aussi avec un autre parton de l'autre. Alors ça, c'est symbolisé ici. Donc on a le proton et vous imaginez un pépin qui collisionne avec l'autre pépin. Ça vous donne là la collision intéressante de physique. Donc la collision intéressante de physique, elle doit aussi tenir compte de ce qu'on appelle l'underlying event, c'est-à-dire des débris de la collision, parce que le reste des partons, il est là. Il va aussi interagir et il va aussi donner des particules dans l'état final. Donc, ce n'est pas si simple que ça de dégager la physique intéressante. Et enfin, je vous rappelle que le quark et les gluons, les objets comme ça, ne se manifestent pas en tant que tels. Ils ne peuvent pas s'observer à l'état libre. Donc, si vous avez dans la collision intéressante, par exemple, production d'une paire de quarks, vous allez en fait automatiquement avoir ce qu'on appelle un jet de particules. Dizaines de particules pour un quark ou un gluon. Je ne vous parle pas des gluons, Stralsund, etc. Vous m'avez compris, pour détecter la physique intéressante, il va falloir s'atteler du point de vue technologie pour ce qui est du détecteur. Les détecteurs au LHC sont gigantesques. Huge, ils disent en anglais. Not large, huge. Ce sont évidemment des bijoux de haute technologie, vous vous rendez compte de la vitesse à laquelle il faut prendre les données. Exemple, tout autour du beam pipe, là c'est un dessin, un zoom à 10 cm. Donc là, une des collisions a eu lieu. Une collision intéressante ici dedans. Là, c'est une simulation, mais soit dans la réalité. Voilà toutes les particules sur une tranche transversale. Eh bien, là-dedans, il y a un Higgs. Un Higgs qui s'est désintégré. C'est une particule aussi instable qui se désintègre très rapidement. Comment voir le Higgs? Eh bien, comme les particules sont surtout longitudinales, vous demandez à ce que l'impulsion transverse soit grande. Donc, si de là, vous dégagez toutes les traces qui ont une impulsion transverse, donc une quantité de mouvement transversale importante, supérieure à 2 GeV, vous voyez venir les 4 traces blanches, plus quelques rouges qui restent, qui viennent de la désintégration d'un boson de Higgs. Alors, je vais vous parler plus particulièrement du CMS, du Compact Muon Solenoid, le détecteur dans lequel donc, la Belgique est impliquée. C'est 15 mètres de large, de diamètre, c'est un gros cylindre, donc centré sur le point de collision, 15 mètres
de diamètre, 22 mètres de long. Très lourd. Beaucoup de canaux de lecture, 100 millions de canaux de lecture. Donc chaque fois que vous enregistrez une collision proton-proton, il faut enregistrer les 100 millions de canaux, voir s'ils ont lu quelque chose ou pas. Heureusement, du point de vue détecteur, ça c'est plutôt mon job, heureusement, la structure des détecteurs, elle ne bouge pas. Il y a juste les dimensions qui bougent, mais la structure d'un détecteur au collisionneur est toujours la même. Vous avez une partie très centrale, je vais vous expliquer, qui s'appelle le tracking. Pour faire du tracking, qui s'appelle le tracker, c'est pour reconstruire la trajectoire des particules. Puis vous avez un mesureur d'énergie qu'on appelle un calorimètre, et enfin à l'extérieur du muon. Et je vous assure que CMS, c'est ça aussi. Voilà, voici une coupe transverse donc, dans CMS. Et ces différentes parties. Vous avez donc au cœur les cercles rouges concentriques, ce sont les détecteurs de traces, le tracker. Ça veut dire que vous devez faire passer la particule à travers le tracker et prendre des coordonnées sur sa trajectoire sans trop la perturber. Donc ce sont des matériaux assez légers ou peu épais. Le but du jeu, c'est de reconstruire en fait la trajectoire courbée. Ici vous avez l'exemple du muon, un muon qui passe. Courbé parce qu'il y a un champ magnétique puissant. Et donc la partie grise ici, c'est un champ magnétique de nouveau généré par un aimant supraconducteur, un champ magnétique de 4 Tesla. Ça va courber la trajectoire. Et donc, grâce à la relation champ magnétique connu fois rayon de courbure de la trajectoire, vous avez la quantité de mouvement ou l'impulsion de la particule. Ensuite, avec la partie verte et bleue, vous arrêtez les particules et vous mesurez leur énergie. Dans le vert, c'est le calorimètre électromagnétique, vous arrêtez les électrons, les positrons et les photons. Et vous pouvez mesurer leur énergie. Et dans le bleu, tout ce qui est hadronique. La grosse majorité des particules sont des hadrons, ils seront arrêtés et on mesurera leur énergie dans la partie bleue. Enfin, la grande partie, à la limite, du détecteur est un détecteur dédié à la reconstruction de la trajectoire des muons et à mesurer un peu leur impulsion énergie. Et vous avez la grande partie qui est là. La Belgique contribue, comme vous l'avez vu, à 2 parties de CMS plus particulièrement. En vrai, ça donne ça. Le cœur, le solénoïde, on voit peut-être mieux le solénoïde, les parties hadroniques et le cœur, le tracker. Quelques anecdotes. Dans CMS, vous trouvez 10 000 tonnes d'acier, 10 000 tonnes d'acier, plus que la Tour Eiffel. Le cœur, ce sont des capteurs au silicium, très finement segmentés. Vous avez d'abord 600 millions de pixels, suivis de 9 millions de pistes, micropistes à silicium. C'est là qu'on doit lire le plus de canaux électroniques. Le calorimètre électromagnétique, petite anecdote, est constitué de verre au plomb. C'est du tungstate de plomb. Vous avez 80 000 cristaux comme ça. Il y a eu beaucoup de R&D là-dessus parce que ce sont donc des cristaux qui contiennent 80% de métal et pourtant qui sont transparents. Parce qu'en fait, on arrête les particules, elles génèrent des particules secondaires qui vont faire scintiller ce verre au plomb. Donc on a besoin que la lumière soit ainsi conduite à l'extrémité du cristal ici et soit lue par un photomultiplicateur. La bobine supraconductrice, elle est faite à base de fils de niobium titane. Donc aussi une bobine refroidie à moins 271 degrés parce que le fil doit transporter quelques 20 000 ampères pour générer ainsi un champ magnétique de 4 Tesla. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris, voici dans le détecteur ce qu'exactement on doit essayer de détecter. Le muon, c'est donc la particule qui va tout traverser, c'est le cousin lourd de l'électron. Il va vous donner une trace dans le tracker bien sûr, une trace d'ionisation dans les calorimètres, et enfin, puisqu'il y a inversion du champ magnétique, la courbure change après l'aimant, on a ceci. Un hadron chargé va donner une trace dans le tracker et s'arrêter dans le calorimètre hadronique. Et on pourra y mesurer son énergie. Les hadrons neutres, un neutron par exemple, va passer sans laisser de trace le tracker et va être arrêté dans l'hadronique. Le photon, parce que je vais en parler, le photon, c'est un neutre, donc il va uniquement s'arrêter dans le calorimètre électromagnétique. Tandis que l'électron, il a une charge, donc il va être courbé par le champ magnétique et s'arrêter aussi dans le calorimètre électromagnétique. Ça, c'est en gros les particules que l'on va détecter et la trace, entre guillemets, la signature qu'elles laissent dans le détecteur. Oups. Tu veux bien arriver le suivant. Ah, voilà. Alors, on passe maintenant au résultat. A-t-on, oui ou non, observé un boson de Higgs ? Je vais vous faire la petite histoire et vous faire languir.
En 2009, on redémarre réellement le LHC. Vous savez qu'il y a une petite panne, mais ça, on n'en parle plus. On a commencé à prendre vraiment des collisions et à battre le record du monde en énergie de collision le 16 décembre 2009. Puis en 2010, on a accumulé quelques données, mais pas significatives. Ici, vous avez, si vous voulez, un quota de données exprimé en femtobarn -1, peu importe l'unité. Donc, on avait 0,04 de données. En 2011, ça commence à être intéressant. On accumule 5,1 femtobarn -1. Et enfin, en 2012, au mois de juillet, on a la même statistique qu'en 2011. Et fin de l'année, on aura 20 femtobarn -1. Bien sûr, je vous fais l'envie. On a d'abord testé, calibré le détecteur. La première chose qu'on devait faire, c'est revoir les particules bien connues. Exemple, ce qu'on appelle dans notre jargon le pi0. Après 3 minutes de prise de données, hop, on a déjà un pic dans une certaine distribution dite de masse invariante. Voici le pi0. Bien sûr, les erreurs sont statistiques importantes, mais au mois d'octobre, voilà, il n'y a plus de soucis. Un mois après, on a bien le pic du pi0. Puis on a eu toutes les particules, je ne vais pas vous les donner toutes. Le gypsy, une particule qui avait été mise en évidence, qui avait donné lieu à un prix Nobel d'ailleurs dans les années 70. Et bien sûr le Z0 aussi, une particule qui a donné lieu à un prix Nobel dans les années 80. Donc assez facile, on a retrouvé ainsi, on a redécouvert toute la physique du modèle standard. Vous m'avez vu venir, pour vous montrer qu'une particule existe, je vous montre un pic de distribution de masse invariante. Mais c'est quoi? C'est exactement comment on fait pour obtenir ces pics en 2 mots. Quand vous avez une collision proton-proton, des choses se passent. Une particule intéressante et plein de débris, là je vous dessine les débris, sont issus de la collision. Hop, une particule intéressante. Elle est instable, donc elle va se désintégrer tout de suite. Elle peut donner par exemple 2 muons. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Les muons, on peut les voir dans le détecteur. D'abord, on essaie, si c'est une particule neutre, attendue, on va regarder que ce soit bien 2 muons de charge opposée. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on peut mesurer quantité de mouvement et énergie de ces muons. Avec ça, on fait un calcul pas très compliqué basé sur la relativité restreinte, un calcul dit de masse invariante, qui sera la masse de la particule. On prend la racine carrée de la somme des énergies des muons au carré, moins la somme vectorielle des impulsions au carré. Ça, c'est un invariant relativiste qui correspondra à la masse de la particule qui s'est désintégrée. Bon, on espère qu'on a vu plusieurs fois la même particule, donc on aura plusieurs fois cette masse invariante. Donc si on fait si on fait un histogramme de cette quantité masse invariante, et si on voit un pic, ça veut dire qu'on a plusieurs fois la même masse, on a la particule de cette masse-là. On a vu cette particule-là. Et le boson de Brandthaler X, yes, no. Comme je vous l'ai dit, c'est une particule de masse inconnue. La théorie ne prédisait absolument pas. C'est une particule, par contre, on sait que c'est une temps de vie assez courte, on sait qu'elle va se désintégrer. On a prédit à peu près, ça va mieux, une fois que la masse est connue, ça va beaucoup mieux pour prédire le taux de production attendu de boson de Higgs, ainsi que ses façons de se désintégrer et les probabilités de se désintégrer dans les différents canaux possibles. Alors, un peu pour les experts, voici comment on produit un boson de Higgs au LHC, voici les différents processus possibles. Le processus dominant, c'est celui-là. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le gluon-gluon fusion. Vous voyez que ça, c'est la section efficace, si vous voulez, la probabilité de production d'un boson de Higgs en fonction de la masse. Comme on ne connaît pas la masse, ici, on est allé de 100 à 1000 GeV dans la prédiction de la production, de la probabilité de production. Et ça, c'est, pour les initiés, le diagramme de Feynman correspondant à la production du boson de Higgs. On peut à peu près le comprendre. Il y a une espèce de triangle un peu particulier, et celui qui a suivi sait pourquoi il y a ce triangle particulier. Les gluons sont de masse nulle. Le boson de Higgs, qu'est-ce qu'il fait dans la théorie? Il génère une masse. Il se couple aux particules massives. Donc le boson de Higgs ne peut pas se coupler aux particules à masse nulle. Donc ici, on a un vertex, enfin 3 vertex, avec passage par le top, par exemple, qui est la particule la plus lourde. Et on a également des diagrammes où le boson de Higgs, là, il est tout seul, là. Mais là, il va se manifester en association avec 2 jets de quark, avec un W ou un Z, ou 2 jets de top. Mais c'est moins probable. Comment un boson de Higgs va-t-il se désintégrer? Réponse, en les particules les plus massives, puisque c'est celle-là qu'il aime. Donc en particules lourdes. Puisque là,
je vais dire le vertex de désintégration du boson de Higgs en une paire de fermions est proportionnel, si on veut, quelque part à la masse de la particule, du fermion en question. Réponse pour les experts, ça c'est ce qu'on appelle le branching ratio, le rapport de branchement. Évidemment, on sent tout de suite, c'est logique, que les rapports de branchement sont les plus élevés pour les particules les plus massives possibles à cette masse-là. Donc ici, par exemple, c'est en couple de BB bar, enfin, quark B et anti-B, tau plus tau moins qui était le lepton le plus lourd, je vous le rappelle, et les fameux W et Z qui sont assez lourds aussi. De nouveau, on trouve là un canal qui s'appelle le canal gamma-gamma, photon-photon. Le boson de Higgs peut se désintégrer en donnant 2 photons, mais encore une fois, c'est un diagramme évidemment d'ordre supérieur. Le boson de Higgs ne se couple pas aux photons. Et pourtant c'est celui-là, le canal photon-photon, qu'on avait prédit le mieux, qu'on avait bien étudié expérimentalement, parce que c'était expérimentalement pour les expérimentateurs, donc c'est un des canaux les plus sensibles, parce qu'on peut, vous avez vu, il y a un calorimètre électromagnétique, on peut vraiment bien arrêter les photons et mesurer leur énergie, on est très content. De même que pour les muons, donc le canal de gamma et le canal dit ZZ, chaque Z donnant chacun des muons, ça c'est des canaux en or pour trouver le boson de Higgs. Alors, jusqu'à présent, on a effectivement étudié 4 canaux de désintégration, le Higgs en 2 gamma, en 2 Z comme ici, également en paire W plus W-. Donc en fait, vous avez ce qu'on appelle les désintégrations en boson. Et puis on a aussi regardé les désintégrations du Higgs en tau et BB. Vous l'avez vu, c'est assez beau. Alors, en gamma-gamma, le voici. Voici un des candidats possibles en 2 photons. Une petite animation pour être sûr. Les 2 paquets de protons. Et ici, je pense que c'est ZZ. Il y a 2 électrons à la fin et 2 muons qui proviendraient de la désintégration d'un boson de Higgs. Ouais, c'est le canal en 2 Z. Et au miracle, voici la distribution de masse invariante qui va correspondre. Mais évidemment, on a beaucoup de bruit de fond. Tata, voici le pic correspondant au boson de Higgs dans le canal gamma-gamma. Et dans le canal, ici, ZZ. J'aime bien montrer un des vieux transparents. Ça, c'est le boson de Higgs simulé. On savait que s'il avait, par exemple, ici, c'était une simulation au 130 GeV, la manifestation du signal serait aussi petite. Et c'est bien ce qu'on a. Les 2 expériences Atlas a la même chose que nous, pas que CMS. Ici, vous avez la différence entre le signal et le bruit de fond. Donc effectivement, on voit un pic se dessiner ici. Donc, alors vous me direz les autres canaux. Alors on commence, à partir de cette année-ci, on commence à voir les désintégrations du Higgs en WW. C'est plus compliqué, pourquoi vous allez comprendre. Parce que le W se désintègre en lepton plus neutrino. Alors le neutrino, c'est bien pour ceux qui font du détecteur de neutrinos. Mais pour nous, c'est un peu gênant parce que les neutrinos ne laissent absolument pas de traces dans le détecteur. On peut déduire qu'ils sont là, par le pointillé qui est là, parce qu'on doit avoir une conservation de l'impulsion dans le plan transverse. Donc si on a de l'impulsion énergie manquante dans le plan transverse, on déduit qu'il y avait des neutrinos. Donc c'est plus compliqué expérimentalement. Soyez patients, attendez, ça vient. Il y a un petit excès, mild excess. Alors en tau, c'est encore pire, parce qu'il y a beaucoup de neutrinos qui accompagnent les taux. C'est pas facile du tout. Soyez patients, ça va arriver, je suis sûre aussi. Et en BB bar aussi, parce que les BB bars, c'est des quarks. Les quarks, c'est des jets de particules. Dans cette jet de particules, il faut repérer un meson B, qui sera la trace, enfin le signe que le quark initial était un B. Le bruit de fond est énorme, parce que proton-proton en BB bar direct, sans passer par le Higgs, c'est 100 microbarnes. Et on le recherche dans le canal en association, sinon on ne sait pas le voir. Donc la production de Higgs, dans le canal où on veut voir du BB bar, c'est du 10-6 par rapport à 100. Donc il faut être plus patient, il faut accumuler des données et attendre d'autres collisions pour voir. N'empêche que petit à petit, on voit apparaître quand même un excès de données, de données par rapport au bruit de fond attendu à la masse de 125 GeV. Alors donc si je combine quand même tous les canaux étudiés, tada,
Voici le graphique de ce qu'on appelle dans notre jargon le local p-value. Si vous voulez, c'est la probabilité que les données soient en fait, les données observées, soient en fait uniquement dues à une fluctuation du bruit de fond par rapport à l'hypothèse X. Et donc ici, vous voyez, aux alentours de 125 GeV, on a une probabilité de, lors de 10-6, en fait c'est 1 sur 3 millions, que les données que l'on voit soient dues à du bruit de fond. Donc, particules à 125 GeV, il y a. Dans notre jargon, on dit qu'on a découvert parce qu'on a dépassé l'équivalent de 5 déviations standards. Donc la différence entre bruit de fond et signal, elle est bien définie à plus de 5 sigma. De même pour l'expérience Atlas. Toutes les observations actuelles sont compatibles avec l'hypothèse d'un boson de Higgs de Brod-Angler Higgs. Je vais les mettre dans l'ordre. Les toutes dernières news, on parle déjà de Reminder, j'adore. Reminder, dans un talk du mois d'octobre, je vois New Reminder, New State was discovered by CMS and Atlas. Ça me sidère déjà qu'on dise Reminder. Alors, on est maintenant un petit peu plus haut, on est environ à 6,8 sigma, déviation standard, donc la différence entre bruit de fond et signal. Et on a affiné un petit peu la masse du boson observé qu'on appelle X, 125,8. Donc, on tourne autour de 126. En conclusion, le boson de Higgs est-il cerné? Cerner au dictionnaire, c'est quand même faire le tour de quelque chose, observer, étudier. Allez, oui. Oui. En fait, on a, pour être précis, découvert une nouvelle particule au CERN. C'est bien un boson. Ce n'est pas un boson de spin 1. Ça, on peut l'exclure parce qu'on l'a vu dans la désintégration gamma-gamma. Il est donc à 126 GeV. Si vous vous souvenez de la limite du LEP, c'était 114,4. Moi qui suis du LEP. À quelques GeV près, on l'avait au LEP. Alors, la particule observée est bien un boson et c'est le plus lourd qu'on connaisse. Chef de physique de CMS. Et de toute façon, what else? What else could it be? Je vous le demande. Bon, on a évidemment, les théoriciens, ils ont déjà des réponses. Hein. Ça pourrait être un boson plus exotique. Par exemple, un boson prévu par la supersymétrie. Donc, attendons. Fabiola Gianotti, qui est la spokesperson, la chef de la collaboration Atlas, dit qu'évidemment, ce serait beaucoup plus excitant s'il ne s'agissait pas du boson de Higgs-Brod-Angler, mais d'un boson exotique. Toujours est-il que peut-être une récompense. Mais d'autres mesures, pour être sérieux, doivent quand même être faites. On doit poursuivre l'acquisition de données pour confirmer qu'il s'agit bien du boson de Brod-Angler X, tel que prévu par le modèle standard. Et notamment, on doit bien déterminer les différents rapports de branchement, quelque part proportionnels aux masses des différents canaux possibles. Stay tuned, comme ils disent en anglais. Les dernières nouvelles que j'avais eues, c'est que dans tous les canaux observés, il était compatible au modèle standard, sauf en 2 gamma. Il était trop produit. Oui, je sais. Il y a déjà eu une correction. J'étais justement au mois de novembre au CERN et on a déjà raffiné en reprocessant les données. Effectivement, au mois de juillet, il y avait un excès. Il était trop en gamma-gamma, mais c'est déjà raffiné avec les nouvelles données et un reprocessing. Avec l'accumulation des nouvelles données acquises, plus un affinement des analyses. Et donc, quel est le résultat du raffinement? Ça va vers boson de Higgs. Je peux te montrer après le raffinement. Ouais. On va vers la compatibilité rapport de branchement gamma-gamma. D'autres questions? D'abord, merci, c'était vraiment. Pour une fois, j'ai compris plein de trucs. Je me demandais, je dois faire un truc, mais ta largeur de pic, elle dépend de quoi? Parce que je comprends qu'on ait des grandes barres d'erreur en statistique, oui. Mais la largeur, elle dépend de quoi? De la résolution du détecteur essentiellement. D'accord. Ouais. Donc c'est ton erreur. Donc c'est pour ça qu'on l'a prévu le meilleur possible et c'est pour ça qu'on a investi dans le R&D du détecteur. Il faut savoir qu'on a investi 15 ans dans le R&D avant pour qu'il soit plus haut. Pour qu'il sorte. Tout a été d'abord simulé. La physique a été simulée. Suivant le résultat des simulations, on a dit voilà, la précision du détecteur doit au moins être d'autant pour qu'on puisse justement voir sortir le pic du bruit de fond. Research and development. Non, je pense qu'il veut dire, c'est que la largeur d'une particule, ça, c'est pas une caractéristique. Ah oui, bien sûr, mais il faut au moins que la résolution du détecteur soit 2. Oui.
Mais je veux dire, on a tout conçu Ouais, ouais. par rapport aux simulations de... Bah, ça va C'est faire un jeu, ça va, oui, on ne sera pas allé plus bas que la FGT. Sur les derniers temps du LEP, le dernier mois ou les derniers 2 mois, on avait vu quelque chose et on avait dit probablement c'est le X, mais on a dû couper pour raison technique. Est-ce qu'on peut confirmer ou infirmer? Non, malheureusement, la petite prédiction du LEP est à 116. 116 Jeff. Ouais. Moi aussi, je me suis dit, ah, c'est